Nutri Radio présente le NutriTalk Gala. Pour la 3e année consécutive, le NutriTalk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnel pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Christian Vélo, généticien, spécialiste des interactions entre environnement et santé, et Jean-Marc Sobchik, médecin, expert des approches globales du métabolisme. Programme complet, intervenants et renseignements sur nutritalkgala.fr. Cette émission vous est présentée par Nutrilogix, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogix offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement. Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio. Bonjour Christian. Bonjour Fabrice. Christian Boyer, dorénavant dans cette émission Santé 360, on alterne un petit peu les intervenants de qualité, et vous allez voir, c'est pas le même genre que le docteur Stéphane Résimon qu'on embrasse s'il nous écoute, et vous l'avez déjà d'ailleurs entendu, puisque tout est travaillé dans une émission en duo. Vous vous souvenez, l'émission que vous aviez fait avec Stéphane Résimon, mon cher Christian, au sujet du cancer, belle émission à retrouver en podcast sur Nutri Radio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Vous tapez Santé 360 si vous voulez rechercher, si vous êtes sur Spotify par exemple. On remercie notre partenaire laboratoire Nutrilogix qui propose des compléments alimentaires et qui les formule entourés d'experts justement pour des synergies efficaces. Et aujourd'hui, on va parler avec vous pour cette... Vous n'avez pas le trac, vous êtes habitué, vous, au micro, on vous voit dans des conférences et tout, vous êtes hyper à l'aise, Christian. Pas de soucis, j'ai l'habitude, on a déjà tourné quelques trucs ensemble, donc... Bon, ça va, vous étiez un petit peu malade, ça y est, tout est rétabli, tout est rentré dans l'ordre ? Ah bah oui, ça c'est les petites pathologies hivernales, là, on y passe de temps en temps, donc ça y est. Des fois on dit ça fait du bien, ça permet de prendre du repos. Voilà, on dit que ça fait du bien et normalement après on dit bah ça y est, maintenant t'es tranquille pour 3-4 ans, quand c'est les grosses grippes comme ça on dit ça y est. C'est vrai ça d'ailleurs ? Ah non, jusqu'à l'année prochaine, malheureusement. Chaque année, le virus il mute et il change, et c'est bien pour ça qu'on retombe malade et que... Bon. Malheureusement. Et oui, et c'est pour ça que nous on fait tous les jours des émissions de santé pour une meilleure aussi prévention et compréhension. Et alors aujourd'hui, puisqu'on va y arriver aussi quelque part dans les débuts des allergies, qui dit allergie dit antihistaminique pour certains, et qui dit antihistaminique, eh bien on va parler de l'histamine parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas, on n'a pas vraiment abordé sur Nutri Radio, et voilà, on va parler de l'intolérance à l'histamine avec vous. Déjà revenir sur ce qu'est l'histamine, et peut-être on va développer au fur et à mesure, mon cher Christian. Alors oui, effectivement, l'intolérance à l'histamine, c'est quelque chose on en parle de plus en plus aujourd'hui. Alors c'est pas un effet de mode, c'est parce que c'est quelque chose qui existait déjà avant qu'on en parle, mais c'est juste qu'on commence à prendre conscience un peu de cette problématique, et qu'en fait il y a quand même beaucoup de monde qui ignore souffrir de ces problématiques d'intolérance à l'histamine. Et donc avant de parler d'intolérance à l'histamine, c'est important de reparler d'histamine et définir qu'est-ce que c'est. Alors c'est une molécule qui est naturellement en fait produite par l'organisme, c'est ce qu'on appelle une amine biogène. Elle est synthétisée, cette histamine, à partir d'un acide aminé d'ailleurs qu'on appelle l'histidine. Cette histamine, c'est deux choses, c'est un messager biologique et aussi un neurotransmetteur. On le retrouve au niveau du système nerveux central. Et cette molécule est synthétisée par le corps et on la retrouve majoritairement stockée au sein de... On appelle ça des granules, il faut voir ça comme des petits granulés. Et ces granules, elles sont contenues à l'intérieur de certaines cellules immunitaires, et notamment les mastocytes et les basophiles. Et on a aussi un pool d'histamine au niveau de certains neurones, puisque j'ai expliqué que c'était aussi un neurotransmetteur. Et cette histamine, comme souvent beaucoup de molécules, ça agit sur un récepteur, un peu comme une clé qui rentre dans une serrure. Et donc l'histamine a ses propres serrures qui sont des récepteurs qu'on appelle H1, H2, H3 et H4. Il y en a 4. Et on les retrouve un peu répartis partout dans le corps. On a certains récepteurs, comme les récepteurs H3, les H3 sont surtout retrouvés au niveau des neurones, en fait. Et donc, cette histamine, donc il y a une source endogène. C'est l'histamine qui est produite par certaines cellules de notre corps et aussi par des bactéries du microbiote intestinal. Il ne faut pas l'oublier, parce que ce microbiote fait partie de nous. Donc on peut considérer aussi le microbiote intestinal comme une source d'histamine. Et en dehors de la source endogène, on a la source exogène, et là c'est
l'alimentation. Parce que, mon cher Fabrice, les aliments, certains, du moins, contiennent de l'histamine. C'est notamment, alors les plus riches en histamine, eux, ils en contiennent même des quantités phénoménales. C'est tout ce qui est fermenté, maturé, affiné, donc tout ce qui est kéfir de lait, choucroute, les fromages. Alors le parmesan, ça fait partie un de ceux qui contient des quantités assez importantes d'histamine. Les charcuteries aussi sont riches. Et puis on a des fois aussi certains légumes et fruits, bon la tomate, les aubergines, certains fruits exotiques comme l'ananas, mais c'est en quantité bien plus faible. Ça dépend aussi de la maturité et de la conservation. Et d'ailleurs, en parlant de maturité et de conservation, il faut savoir que la durée de conservation des aliments va aussi jouer sur la teneur en histamine. C'est-à-dire qu'un aliment très frais, on contiendra peu, mais dès qu'on laisse un petit peu traîner dehors ou même au frigo, il y a des bactéries qui se développent quand même, et donc du coup l'histamine augmente. C'est pareil avec le poisson qui sort, qui est pêché tout de suite, qu'on mange tout de suite, il y a très peu d'histamine, mais on sait que dans le poisson, l'histamine va se développer très rapidement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on surveille, il y a des teneurs et des analyses qui sont faites, notamment dans le thon. On vérifie que ça dépasse pas certains seuils d'histamine, sinon ça peut être dangereux et provoquer des réactions d'ailleurs. Ah, ça, Voilà un peu pour l'histamine. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire, par exemple, moi, je suis très allergique, donc je suis très égoïste sur cette émission. Mais vous disiez dans l'ananas, dans le poisson, mais si on les laisse, donc, par exemple, les salades de fruits, vous savez, qu'on va laisser un petit peu au frigo, on se dit, bah tiens, ça a une durée on peut prendre le temps. En fait, plus on va le laisser, plus ça va être un petit peu compliqué après pour nous, les allergiques. Alors, l'allergie, c'est encore un petit peu différent que par rapport à l'intolérance à l'histamine, puisqu'on peut avoir une intolérance à l'histamine et pas être allergique, et être allergique et ne pas avoir d'intolérance à l'histamine. Alors l'allergie, c'est médié ce qu'on appelle par les IgE, donc si on est allergique contre une protéine, par exemple les protéines des graminées ou la protéine du lait, par exemple, on a une allergie, c'est une réaction immédiate, rapide, qui peut mener même jusqu'à un choc anaphylactique et ça peut être très dangereux. Voilà, l'intolérance à l'histamine, c'est différent. Je définirai d'ailleurs ce que c'est juste après. Mais en tout cas, si tu es allergique, tu n'auras pas forcément de problème si tu laisses, alors sans qu'elle périme bien évidemment, mais si tu laisses quelques jours une salade de fruits au frigo. Par contre, un intolérant à l'histamine, lui, pourra être sensible, puisque la salade de fruits, 2-3 jours après être restée au frigo, même si c'est toujours bon et qu'il n'y a pas suffisamment de bactéries pour que la personne déclenche une intoxication alimentaire, il y a quand même l'histamine qui va augmenter. Donc effectivement, la fraîcheur des aliments est extrêmement importante, même si la date d'un produit n'est pas dépassée. Le fait qu'on laisse au frigo et que les jours avancent, on a une augmentation de l'histamine dans le produit. Alors, ça, c'est clair. Petite digression, et merci d'y avoir répondu. Alors, qu'est-ce que l'intolérance à l'histamine ? Est-ce qu'il y a des profils types ? Est-ce que c'est une maladie ? Est-ce que c'est une oubliée des troubles digestifs fonctionnels ? Et comment on devient intolérant à l'histamine ? Alors, l'intolérance à l'histamine, on va définir ça assez simplement. C'est lorsqu'il y a une surcharge d'histamine dans le corps. Donc là, on laisse vraiment de côté l'allergie, qui est une réaction, comme j'ai dit, médiée, ce qu'on appelle par des IgE. D'ailleurs, quand on veut faire des tests et voir si quelqu'un est allergique, on peut faire des tests sur la peau, on appelle ça les prick tests, par exemple. Mais sinon, on peut doser dans le sang des anticorps, les IgE, dirigés contre tel et tel allergène. Et donc, du coup, cette réaction allergique est vraiment différente. C'est médié, ce qu'on appelle par les IgE. L'intolérance à l'histamine, en fait, c'est un problème de surcharge d'histamine qui est lié à un déséquilibre entre la balance quantité d'histamine et capacité de dégradation. Parce qu'il y a des enzymes, en fait, dans le corps qui s'occupent de dégrader cette molécule qu'on appelle l'histamine. Et ces enzymes, c'est la DAO notamment, c'est une des enzymes, on va dire, principales, la diamine-oxydase. Et il y a aussi la HNMT, donc l'histamine N-méthyltransférase. Donc ça, ce sont deux enzymes qui s'occupent de dégrader l'histamine. La DAO, c'est plutôt la voie de dégradation qu'on dit extracellulaire, et la HNMT, c'est la voie de dégradation intracellulaire. D'ailleurs, la DAO est très active au niveau de l'intestin. Et c'est une des zones où elle est la plus active au niveau des villosités intestinales, donc cette bordure en brosse. Et d'ailleurs, si on se pose la question pourquoi elle est très active au niveau de l'intestin, c'est parce que c'est une zone où elle va vraiment avoir un rôle barrière, cette DAO. Elle va empêcher la pénétration de l'histamine exogène qui provient de l'alimentation
et aussi éventuellement l'histamine produit par le microbiote. Et donc, du coup, c'est pour ça que cette DAO est très, très active au niveau de l'intestin. Et dans des cas, on a des réductions, par exemple, de l'activité de cette DAO, et c'est une des causes de l'intolérance à l'histamine, c'est la réduction de cette activité de la DAO. Et si tu n'as plus de DAO suffisante pour dégrader l'histamine, mais c'est là où se développe l'intolérance à l'histamine. C'est un peu comme si c'est une question de salaire. On peut, si on gagne peu, c'est sûr que derrière, avec les dépenses qu'on a, on va se retrouver en négatif. Donc là, c'est la même chose. Si la DAO a une activité beaucoup trop faible, on va très vite être surchargé et ne pas pouvoir dégrader l'histamine, ce qui peut amener derrière à une multitude de symptômes. On va marquer une toute petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, mon cher Christian, c'est sur Nutri Radio. Ne bougez pas. Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé. Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio. Le retour de cette émission Santé 360 avec dorénavant, et pour plusieurs semaines, on l'espère, plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles, pourquoi pas, Christian Boyer. Vous êtes prêt, hein, vous, Christian, vous êtes ok, vous êtes opérationnel, vous êtes bien équipé d'ailleurs, mieux que Stéphane. Au niveau du son, on vous entend super bien. On parle de l'intolérance à l'histamine avec vous aujourd'hui. On parlait de ce déficit en DAO, diamine oxydase, qui pourrait expliquer, une des raisons qui pourrait expliquer l'intolérance à l'histamine. Mais quel est le rôle du foie, du microbiote ou encore des mastocytes dans cette intolérance? Alors, c'est vrai que une des causes que je viens de citer de l'intolérance à l'histamine, c'est la diminution de l'activité de la DAO. Qui peut être due à des fois des polymorphismes, donc c'est une cause génétique, on a des mutations sur la DAO, elle est moins active. Cette DAO peut être aussi moins active parce qu'on a des carences micronutritionnelles, il y a certains micronutriments comme le cuivre, le magnésium par exemple qui sont très importants pour l'activité de la DAO. On peut aussi avoir une intolérance à l'histamine parce qu'on a une dysbiose intestinale. Si on a un SIBO, une population de bactéries dans l'intestin grêle en excès, si on a une dysbiose qu'on dit de putréfaction, donc un excès de bactéries qui vont dégrader les acides aminés et produire des amines biogènes et de l'histamine. Donc les amines biogènes, c'est d'autres types d'amines, c'est pas de l'histamine, c'est d'autres types d'amines qui vont pouvoir venir surcharger la DAO. Donc ça aussi, des fois, le microbiote peut être en cause parce que lui-même peut produire de l'histamine ou va produire d'autres molécules comme les amines biogènes qui vont venir surcharger la DAO. Donc, il y a des médicaments aussi, certains médicaments peuvent inhiber la DAO. Ça, c'est des choses qu'on oublie souvent. Des gens qui ont des traitements chroniques, qui prennent des fois des anti-arythmiques, même des antidépresseurs, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui peuvent venir bloquer la DAO. Donc, des fois, il y a des gens qui développent une intolérance à l'histamine pour des médicaments qu'ils doivent prendre pour une pathologie ou autre. Et tu me parlais aussi de mastocytes. Donc, effectivement, c'est intéressant de parler de ces cellules, puisque comme je l'ai dit au départ, ce sont des cellules qui vont stocker l'histamine. Ces mastocytes, on les connaît bien parce c'est eux qui sont impliqués notamment dans la réponse et dans les réactions allergiques, puisque les IgE vont venir se fixer sur le mastocyte et le mastocyte va dégranuler, libérer plein de médiateurs, dont notamment l'histamine, mais pas que, la tryptase, les leucotriènes, il y a des centaines de médiateurs. C'est une cellule immunitaire qui est passionnante, qui est très intéressante. Et dans certains cas, notamment dans ce qu'on appelle le syndrome d'activation mastocytaire. Alors là, on a des mastocytes qui sont trop chatouilleux, trop hyperactifs, ils vont surréagir à tout, ils vont voir en fait l'ennemi de partout. Le froid, le chaud, des odeurs, tout n'importe quoi, ça va venir les agresser et ils vont dégranuler, ils vont libérer beaucoup d'histamine et donc ça peut être une cause d'intolérance à l'histamine, c'est-à-dire secondaire à un syndrome d'activation mastocytaire. Donc, ce sont des choses qui sont un petit peu liées. C'est pas la même chose, le syndrome d'activation mastocytaire et l'intolérance à l'histamine, mais les deux peuvent être tout à fait reliés. Donc, tu as bien fait de parler de mastocytes parce que on comprend bien qu'un problème de mastocytes peut venir déclencher des symptômes et des symptômes qui sont typiquement liés à cet excès d'histamine. D'accord, donc on a bien compris que c'était multifactoriel et même la conséquence, vous l'avez dit, de certains traitements dont on ne peut se passer. Est-ce qu'il y a des biomarqueurs fiables aujourd'hui
pour évaluer cette intolérance à l'histamine, ou est-ce qu'on est encore dans le domaine du diagnostic d'éviction ? Alors, il y a deux choses à prendre en compte. Je dirais, je vais commencer par peut-être pour certains ce qui paraît le moins logique, c'est-à-dire pas la biologie et pas les dosages, mais les symptômes. Donc c'est vrai que les symptômes, là, ce qu'on appelle la clinique, reste ce qui serait de plus fiable quand même pour suspecter un problème lié à une intolérance à l'histamine. D'ailleurs, il y a des symptômes qui sont très proches. Les symptômes d'activation mastocytaire sont extrêmement proches de ceux de l'intolérance à l'histamine. Donc, des fois, c'est un petit peu plus compliqué à différencier les deux. Mais on va partir sur l'intolérance à l'histamine. Donc, il y a des symptômes. C'est des symptômes. Alors, c'est un peu compliqué parce que l'intolérance à l'histamine, ça peut mimer un peu tout. C'est-à-dire que comme ces récepteurs à l'histamine sont présents partout dans le corps, en fait, on peut avoir des symptômes qui touchent tous les systèmes. On peut avoir des symptômes neuro. On sait qu'il y a des liens entre le déficit en DAO et par exemple les migraines, les gens qui ont comme ça de manière continue des migraines, des maux de tête. On peut avoir des problèmes cutanés, des flushs, des démangeaisons sur la peau. On peut avoir aussi des problèmes au niveau des voies ORL, donc le nez qui coule, la gorge qui gratte, le mucus, un peu comme si ça avait des allergies, mais bon, là du coup, quand quelqu'un a ces symptômes tout le temps, toute l'année, c'est peut-être pas des allergies. Alors il faut voir, hein, quelqu'un peut avoir une intolérance à l'histamine et être allergique aussi, donc là il a le combo gagnant, on va dire. Et donc, du coup, voilà, il peut avoir des symptômes ORL, il peut avoir des symptômes aussi neuro, des troubles de la concentration, du brouillard mental, du brain fog, ils n'arrivent plus à se concentrer, des troubles du sommeil aussi, puisque l'histamine est un médiateur de l'éveil. Donc, trop d'histamine empêche de bien dormir. Ce sont des insomnies, des réactions qui sont souvent, justement, quand tu es intolérant à l'histamine, ça a tendance à venir après la prise alimentaire, notamment d'aliments qui contiennent de l'histamine ou des amines biogènes, voilà, qui peuvent faire déclencher des réactions. Donc des gens, après avoir mangé des aliments, ils disent c'est bizarre, à chaque fois le nez qui coule, la gorge qui gratte, la peau qui se met à gratter, j'ai des douleurs de ventre aussi, ça peut donner des problèmes intestinaux. Donc il y a des gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable qui ont en fait aussi une intolérance à l'histamine, donc du coup ils ont des douleurs intestinales, ils ont des diarrhées, la tendance constipation, le ventre qui gonfle, etc. On peut avoir aussi des symptômes au niveau de la vessie, donc des sensations de mauvaise miction, de douleur comme de cystite interstitielle. Donc ça peut vraiment toucher beaucoup de systèmes, aussi des palpitations, des gens qui ont des plaintes cardio-respiratoires, des sensations d'étau. Donc quand on ne sait pas ce que c'est, ça peut faire peur. On pensait qu'on a une grave maladie, un problème de cœur, et ça peut être lié à l'histamine. Donc voilà, c'est vraiment des symptômes qui peuvent être comme ça très larges. Donc qui peut aussi mener des fois à la complexité de l'identification. Et surtout, on a l'impression que c'est des gens qui réagissent à tout. Tu vois, le typique de l'intolérant à l'histamine, c'est ce qui est typique, c'est quelqu'un qui dit j'ai l'impression d'être intolérant à tout, d'être intolérant à la vie, Ah oui, de réagir à tout. Carrément. Voilà, tout ce que je mange, je fais des réactions, voilà. D'accord, très exactement. Bien. Intolérant à la vie, ouais, c'est fort ça quand même. Mais on sait que cette molécule qui est naturellement produite par le corps humain, elle est quand même indispensable, d'accord, pour le fonctionnement du cerveau, la digestion, etc. Donc, un excès de production, c'est pas bon. Comment le réguler ? Et la mauvaise dégradation, vous en avez parlé tout à l'heure avec un déficit en enzyme DAO, par exemple. Mais oui. On peut doser dans le sang d'ailleurs. Quoi ? La DAO, c'est quelque chose qu'on peut doser dans le sang. Alors en plus, voilà des symptômes qui sont importants. La DAO, c'est un marqueur. On peut faire le dosage, la diaminoxydase dans le sang. Et alors, il y a un grand débat sur les normes, et on considère que quand c'est inférieur à 10, on a une forte suspicion d'intolérance à l'histamine. Quand c'est supérieur à 10, il y a une suspicion moins importante, mais bon, aujourd'hui on a tendance à dire qu'il faudrait au moins une DAO autour de 20 minimum pour être bien. Donc ça c'est un marqueur. Il en existe d'autres comme l'histamine fécale aussi, mais voilà, il y a un marqueur qui est reconnu, même si tout seul il est insuffisant. Il faut prendre en compte toujours les symptômes, la clinique, effectivement, parce qu'il y a des gens qui ont une bonne DAO, ils peuvent avoir 25 de DAO et avoir des symptômes d'intolérance à l'histamine, non pas parce que la DAO n'est pas suffisante, l'activité est bonne, donc c'est comme s'ils avaient un bon salaire, ils gagnaient 10 000 euros par mois, mais du coup derrière ils ont 20 000 euros de dépenses, donc ils se retrouvent à moins de 10 000, donc là c'est pareil. Ouais, exactement, c'est comme le chiffre d'affaires d'une société, hein. Voilà, exact. C'est le bénéfice qui compte. Dites-moi, c'est ça. Si l'histamine elle est indispensable, donc des personnes qui vont être intolérantes à l'histamine, c'est problématique. Et pourquoi donc ce concept il est encore débattu scientifiquement? Vous savez, tout le monde, il y en a qui et certains médecins, oui, l'intolérance à l'histamine, enfin ils sont pas convaincus.
Bah, c'est ce qui est compli ce qui est compliqué, c'est toujours pareil. C'est dans en fait, je dirais ce qu'on aime bien, alors pas qu'en médecine, mais toujours c'est de pouvoir voir et je veux dire quantifier les choses, hein. Pendant longtemps, on n'a pas la capacité de voir les autres planètes et donc du coup, on disait que ça n'existait pas parce qu'on n'avait pas les télescopes et donc là, je dirais le problème, c'est que les marqueurs, notamment le dosage de la DAO, ben c'est pas extrêmement bien connu. Donc il y a un problème de mauvaise connaissance de la problématique parce qu'elle existe. Au point de vue scientifique, elle n'est pas débattue. On sait que c'est un problème qui existe, c'est complètement reconnu. Ne pas reconnaître l'intolérance à l'histamine, c'est comme ne pas reconnaître une maladie de Crohn ou une sclérose en plaques, dire ça n'existe pas. Donc au niveau scientifique, on n'a aucun doute que cette problématique existe. Après, chez combien de pourcents de gens, ça on ne le sait pas exactement. Et ce qui est problématique, c'est que oui, nous, on aime avoir des dosages on-off, c'est-à-dire de doser un marqueur qui nous dit oui, il a le problème ou non, il n'a pas le problème. Sur la DAO, c'est un petit peu compliqué parce que, comme je l'ai expliqué, ça donne une indication, mais des fois, il y a des gens qui ont une DAO qui serait peut-être un petit peu basse, mais qui n'ont pas de symptômes, qui sont très bien. Et il y a des gens qui ont une bonne DAO, voire même un petit élevé, on dirait, mais qui ont des symptômes. Donc c'est là où est le problème, c'est que on ne peut pas se baser que sur un marqueur biologique. Ce qui fait que des fois, on va dire à la personne, votre DAO est bonne, donc tous vos symptômes là, c'est pas dû à ce problème, alors que peut-être que si. Et pourtant, des fois, ça serait assez simple de se dire, tiens, peut-être que cette personne a un problème d'histamine, on va lui proposer une alimentation faible en histamine, des compléments, par exemple, de DAO, diaminoxydase. Voilà, justement, on peut la question, et c'est la dernière de cette émission, comment éviter un excès de production d'histamine, comment limiter la mauvaise dégradation, quels sont les aliments à favoriser, et donc les compléments à aussi, peut-être à regarder un peu plus près avec son médecin, évidemment. Alors, dans les solutions qui peuvent être proposées, d'ailleurs, souvent un bon test quand on a une suspicion chez quelqu'un d'intolérance à l'histamine, c'est de démarrer, ça c'est la première des choses, une alimentation faible en histamine, amine et libérateur d'histamine. Alors, il existe des listes, même des applications comme Food Intolerance de Balisa, qui est une très bonne application qui permet de lister les aliments qui contiennent de l'histamine ou qui contiennent des amines biogènes qui peuvent surcharger la DAO ou encore des libérateurs d'histamine. Alors, les libérateurs d'histamine, eux, ils vont aller justement activer les mastocytes et faire libérer de l'histamine. Donc, ça peut paraître un petit peu compliqué tout ça, mais on a des listes qui existent. Il y a des choses qu'il faut éviter. Donc, on va mettre l'accent sur des aliments, la fraîcheur des aliments, c'est la première des choses. Parce que même un aliment qui ne contiendrait pas d'histamine ou d'amine, si on le laisse trop longtemps ou un petit peu s'abîmer, un avocat quand il devient par exemple très noir, alors c'est pas qu'il est plus bon ou qu'il est pourri, mais c'est que il a commencé à faire beaucoup d'amines, donc là ça peut être notamment l'avocat est un exemple d'aliments qui peuvent être mal tolérés chez l'intolérant à l'histamine. On a tout ce qui est tomates, aubergines, épinards, on a aussi l'alcool qui est souvent aussi mal toléré. Parce que par divers mécanismes, ça peut venir derrière un peu inhiber la DAO. On a aussi tous les aliments fermentés, les charcuteries, tout ce qui est affiné, vieilli. Donc il y a tout un tas de choses à faire attention. Les poissons aussi. En fait, les poissons, le problème c'est qu'ils se dégradent très très vite. En fait, c'est des choses qui sont très fragiles et la teneur d'histamine augmente assez rapidement. Donc à part acheter, soit même pêcher le poisson ou l'acheter surgelé sur le bateau, ça existe. Hein. Il y a dans certains commerces, on peut trouver des poissons surgelés qui ont été surgelés directement au niveau de la pêche des bateaux. Donc ça permet d'avoir un poisson plus frais et d'avoir moins de soucis d'histamine. Donc voilà, il faut connaître ces listes. En fait, il y a des applications, des listes qui existent sur Internet. Manger très frais, c'est très important. Première des choses à faire. Et ensuite, la deuxième chose qu'on peut commencer à introduire, c'est ça existe, des suppléments de DAO, de diaminoxydase. Donc il y a de la DAO animale, de la DAO végétale. La DAO animale est plus efficace pour la dégradation de l'histamine que la DAO végétale. Il y a des études qui l'ont montré.
parce que l'histamine, on n'en trouve pas comme ça dans les plantes. C'est plutôt des amines biogènes ou autres. On trouve rarement de grandes quantités d'histamine. C'est plutôt une molécule qu'on va retrouver chez l'homme, chez les mammifères, etc. Donc c'est plutôt la DAO animale qui est un petit peu plus spécifique de l'histamine. Après, il y a des gens qui tolèrent mieux la DAO végétale. Donc, il ne faut pas rester fermé, mais de base, on essaiera plutôt une DAO animale. Alors, juste sur la DAO animale, est-ce que c'est extrait habituellement, on parle quoi, du rein, de rein de porc, non, je crois, et donc il y a peut-être des gens qui ne peuvent pas en prendre par rapport aux raisons... pour des raisons religieuses. Religieuses notamment, et ça, il faut le savoir. C'est marqué, par exemple, quand on dit sur les compléments, il y a marqué DAO animale ou il y a marqué DAO rein de porc. Quand c'est la DAO animale, c'est extrait de rein et principalement de rein de porc. C'est toujours précisé que c'est marqué rein de porc. Donc, pour la plupart des gens, ça ne pose pas problème. Après, certains, effectivement, pour des raisons religieuses, ils ne peuvent pas en prendre. Mais c'est pas très grave parce qu'il y a la DAO végétale. Ils peuvent prendre la DAO végétale qui est tirée souvent de pousses de petits pois, par exemple. Donc c'est bien qu'on ait les deux solutions. Il y a des gens aussi qui sont végétaliens, véganes et qui ne veulent aucun produit d'origine animale. Et dans ce cas-là, on a la possibilité en végétal. Donc c'est bien d'avoir les deux. Même si de base on essaiera plutôt l'animal en première intention et en fonction de la tolérance ou de l'efficacité, on essaiera la végétale. Des fois on n'a pas l'explication. D'une manière générale, ce que j'ai observé, c'est que la DAO animale, même dans les études, quand on regarde les études, la plupart des études cliniques sur l'effet de la DAO, ça a été fait avec la DAO animale. Pas vraiment beaucoup d'études avec la DAO végétale finalement. Donc si on veut plutôt dans un premier stade, essayer quelque chose qui est plus efficace, on va dire, qui est plus appuyé par la littérature scientifique, c'est la DAO animale. Mais j'ai aucun problème d'utiliser la DAO végétale également. Ok, en tous les cas, c'est très intéressant. On rappelle que la DAO peut aider, que si vous êtes intolérant à l'histamine, que ça peut aider. Faites-vous accompagner d'abord, évidemment, par votre professionnel de santé, car ces informations ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement, et que donc la DAO, avec également, il faut éviter des aliments, ça passe d'abord par l'alimentation, j'imagine, et puis on se dit aussi qu'il y a des alternatives, vous nous avez dit sur la DAO, que ce soit animal en végétal, mais je me dis, moi personnellement, mon cher Christian, qu'on va en reparler de cette DAO, de cette complémentation, même s'il faut un régime pauvre en histamine, il y a beaucoup de choses encore qu'on découvre sur tous ces actifs, et donc on a hâte de vous entendre dans une prochaine émission. Si vous venez d'arriver, cette émission, sachez-le, elle est dispo en podcast tout de suite, maintenant, on va la mettre, Brian fait très bien les choses, donc juste après sa diffusion, l'émission, elle est diffusée sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes, et donc on va se retrouver avec Christian. Est-ce que j'allais vous dire un truc, j'ai oublié pour tout vous dire, c'est pour ça que, chers auditeurs, vous me dites, mais pourquoi il fait quelques phrases à rallonge? Parce que je me dis que ça va revenir. Mais non, pas du tout, ça ne revient pas. Donc, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, mon cher Christian, avant qu'on se quitte? Oui, pour finir dans les solutions, et pour résumer un petit peu, c'est donc comme tu l'as bien dit, quand il y a des problématiques d'intolérance à l'histamine qui ont été mises en évidence, le régime en premier, qui sera suivi, accompagné, parce que c'est pas quelque chose qu'il faut faire à vie, la prise de DAO en supplément. Faut pas oublier aussi qu'il y a certains actifs phytonutriments, des plantes aussi qui peuvent être intéressantes, comme la quercétine. La quercétine va pouvoir limiter, on va dire, certains impacts que peut avoir l'histamine, aussi l'huile de cumin noir ou de nigel qui est riche en thymoquinone, qui bloque le récepteur H1. Donc on va pouvoir, avec certains phytonutriments, plantes, pouvoir limiter aussi certaines problématiques, certains symptômes liés à l'histamine. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, de prendre en charge les problématiques de dysbiose s'il y en a, de corriger les carences micronutritionnelles. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe, c'est ce que je veux dire. Il faut chercher les causes de ces problématiques d'intolérance à l'histamine pour être sûr d'aider les gens sur du long terme. Voilà. J'ai retrouvé, merci, vous êtes brillant, et merci d'avoir complété, parce que j'ai retrouvé ce que je voulais dire, en précisant, c'est important aussi, que la DAO ne soigne pas une allergie, que ce n'est pas un antihistaminique, et aussi, il fallait que ce soit dit, je l'ai dit, et tout le détail a été précisé par le brillant Christian Boyer, que l'on retrouvera la semaine prochaine. Donc merci mon cher Christian, et retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Santé 360, Christian Boyer sur Nutri Radio.